Dans les entreprises où il y a le plus de personnes engagées, c'est là où il y a le plus de performance, le plus de rentabilité, le moins de micro-absentéisme, donc les absences de moins de 3 jours, et le moins de démissions. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le management à la française, effectivement, il y a du retard par rapport aux anglo-saxons. Le deal entre employeur et employé a changé. Les droits des employeurs, c'est le devoir des employés, et le droit des employés, c'est le devoir des employeurs. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole à des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. Bienvenue dans ce 7e épisode de Presque Confidentiel. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Timothy Lay, autrement appelé Tim. Bonjour Tim. Bonjour Arnaud. Je suis ravi de t'accueillir sur Presque Confidentiel, d'autant qu'on est associés, donc on a pas mal travaillé ensemble. On a travaillé ensemble depuis 6 ans, on a cofondé Idoco ensemble. Et du coup, c'est intéressant pour moi justement de t'interroger, de t'interviewer un peu aujourd'hui sur Presque Confidentiel. Alors, la chaîne Presque Confidentielle, c'est presque confidentiel. Je dis ça parce que souvent, on est dans un métier où tout est très confidentiel. Et là, forcément, on est à l'antenne, donc on dit des choses qui vont être un peu partagées. Et peut-être pour démarrer ce podcast, est-ce que tu aurais des informations à nous livrer sur toi? Une présentation, quelques informations presque confidentielles pour introduire ce podcast? Tu disais que je m'appelle Timothy Lay, je m'appelle même Timothy Bowin Lay. Okay. Donc, je suis né d'un père vietnamien et d'une mère australienne. Généralement, je le dis pas trop parce que comme je parle anglais avec un très fort accent français, je dis pas trop que je suis australien. Je suis né pas très loin d'ici, dans le 11e arrondissement, il y a 38 ans. À une station de métro, il y a mon club de tennis. Okay. Donc je suis un grand féru de tennis, très grand fan de Nadal. Okay. Donc, quand on va parler d'engagement. Je connais rien au tennis. C'est pas grave. J'ai 3 enfants, 7 ans, 5 ans et 2 ans. Papa gâteau. Ouais. Et ce qui me passionne, donc ça fait 14 ans que je fais du conseil. Principalement sur les activités RH. Et ce qui me passionne le plus, c'est de travailler sur les dynamiques humaines. Okay. Et d'observer et de comprendre qu'est-ce qui fait que des groupes mettent leur énergie en commun pour atteindre des objectifs stratégiques. Merci Tim, parce que ça va nous faire une super introduction dans la thématique du podcast. On va aujourd'hui parler d'engagement. Et l'engagement, c'est un peu un mot valise, on met plein de choses derrière. Et on emploie ce mot un peu à toutes les sauces en RH. Et du coup, on va essayer de se décortiquer un peu ce thème et de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire l'engagement au travail. Quand on parle d'engagement, en fait, moi, j'ai une définition qui m'est propre. Vous pouvez taper sur ChatGPT pour avoir la définition de ChatGPT. Pour moi, la définition de l'engagement, c'est une énergie, en fait, c'est un certain état d'esprit. C'est à différencier pour moi, par exemple, du présentéisme ou de la motivation ou de l'implication. Pour moi, c'est autre chose. Je mets toute mon énergie au service d'un objectif commun. Donc d'un objectif stratégique pour une entreprise, ça peut être autre chose si c'est une autre organisation. Et c'est comment, je mobilise, et c'est pas forcément lié à des horaires de travail, c'est important de le dire parce que parfois il y a des confusions en disant lui il est pas assez engagé parce qu'on se dit il fait pas assez d'horaires, mais c'est pas ça l'engagement. C'est vraiment, je mobilise toute mon énergie au service d'un objectif stratégique. Et en fait ça se voit quand par exemple il y a de l'incertitude comme aujourd'hui et qu'il y a des choses qui sont imprévues. Quelqu'un d'engagé, même si c'est pas exactement dans la fiche de poste, même si c'est pas exactement dans le process, il va se dire ok, là il y avait une zone grise et j'ai pris une initiative pour soit la contourner, soit la surpasser, soit travailler avec quelqu'un pour trouver des solutions. Et là on se dit ok, cette personne là elle est engagée. Et vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit et une énergie. Merci Tim, mais quand tu poses cette question de l'engagement, moi il y a tout de suite une question qui me vient en tête, c'est quid du surengagement? Parce qu'en fait, quand on pose cette définition, le risque, c'est un peu le surengagement et on voit que trop d'engagement, dans la définition que tu poses, ça peut aussi amener à du stress au travail, des burn-out. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment contribuer à l'engagement, c'est-à-dire comment encourager l'engagement des salariés sans non plus tomber dans une situation où toute l'énergie est absorbée par le monde du travail et où, du coup, on arrive dans des situations qui peuvent être compliquées en termes de santé au travail. Quand on est très engagé, surengagement, comme tu disais, on peut être candidat au burn-out. Épuisement professionnel en français. Ce qui est important dans ces cas de figure, on est tous les deux coachs, c'est de fixer des limites, de dire ok, passer une certaine heure, c'est fini. Parce que quelqu'un de très engagé, il va plutôt prendre les problèmes en disant ok, il y a un problème, je vais trouver des solutions, un peu quoi qu'il en coûte. Moi, le conseil que je donne, par exemple dans des coachings, quand je coach des dirigeants et des dirigeantes, c'est de dire c'est quoi votre zone de responsabilité? Et c'est de travailler là-dessus pour pas se surresponsabiliser. On peut avoir tendance à se surresponsabiliser quand on est très engagé. Et il faut faire attention parce qu'effectivement, à la longue, on n'a pas une énergie limitée. Donc, c'est important de faire attention à ça. Et effectivement, il y a cette question d'équilibre parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une culture, notamment dans l'environnement start-up,
où il y a parfois un culte et de la performance et de l'engagement et du surengagement au service de l'entreprise, qui parfois peut aussi amener des réactions de défense. Donc il y a vraiment cette question d'équilibre à trouver sur l'engagement, à la fois d'encourager l'engagement et en même temps, comme tu dis, de fixer un peu des limites. Cet équilibre, il est pas évident. Moi, il y a une question que j'avais envie de te poser, c'est comment on mesure l'engagement ? En fait, on voit beaucoup d'enquêtes d'engagement dans les entreprises, et moi je rencontre régulièrement des DRH qui disent finalement ces enquêtes, on pose aux gens des questions, on en sort des pourcentages qui nous disent est-ce que les gens sont engagés ou pas, et on a du mal à vraiment mesurer parce que on sort des chiffres, mais parfois on observe un peu une différence entre la réalité du terrain et ce qu'on voit dans le déclaratif. Donc quand tu poses cette définition, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment mesurer dans une entreprise, dans une organisation, le niveau d'engagement réel des personnes ? Globalement, l'engagement, c'est des surveys. Ok. Et globalement, la stat que j'ai lue avant d'arriver, c'est une entreprise sur 2 en France fait seulement un survey par an. Une enquête par an. Baromètre, voilà. Donc il y en a qui font beaucoup plus. C'est plutôt à la mode dans les startups d'avoir des baromètres d'engagement avec des pulse surveys pour mesurer l'engagement des équipes. Tout ça, c'est du déclaratif. On a tendance à observer que dans les entreprises très engagées, où les personnes étaient très engagées, les gens, il y avait plus d'erreurs. Ok. En fait, il n'y a pas plus d'erreurs, c'est que les gens remontent davantage les erreurs. Ok. Tout ça, je ne réponds pas vraiment à la question, mais comme c'est du déclaratif, peut-être qu'une entreprise où la majorité des gens sont très engagés, potentiellement, elle peut remonter plus de difficultés, alors qu'une entreprise où il y a moins d'engagement, pour justement éviter d'avoir des consultants qui arrivent, d'avoir des diagnostics, d'avoir des plans d'action, ils peuvent plutôt dire « Ok, je suis engagé », alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a une sorte de paradoxe, je ne sais pas si c'était clair. Non, c'est clair, et en fait ce que je me dis finalement, c'est une bonne mesure, au-delà des surveys, c'est dans une organisation de voir le nombre de problèmes qui remontent. En disant si les gens sont vraiment engagés pour l'entreprise, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont le dire, oui. Et ils vont remonter le sujet versus des organisations où on voit les problèmes, mais on n'en parle pas et on laisse les choses sous le tapis. Pour faire simple, il y a une entreprise qui s'appelle Gallup, qui mesure l'engagement depuis 30 ans dans le monde, en Europe, en France. C'est important que je le dise, ce n'est pas des causalités, ce que je veux dire, mais plutôt des corrélations. Ouais. Dans les entreprises où il y a le plus de personnes engagées, c'est là où il y a le plus de performance, le plus de rentabilité, le moins de micro-absentéisme, donc les absences de moins de 3 jours, et le moins de démissions. Par rapport au marché, j'entends, parce que le taux d'attrition naturelle. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a cette situation que les gens sont engagés, ou parce qu'ils sont engagés, il y a cette situation? C'est un peu la poule et l'œuf, c'est difficile de répondre à cette question. Mais en tout cas, on peut faire des corrélations entre les deux. Donc, une fois que j'ai dit ça, je sais plus la question, excuse-moi. Non, en fait, ce que tu poses, c'est intéressant parce que je me dis, un des moteurs de l'engagement, c'est aussi la santé économique de l'entreprise. Si je suis dans une entreprise qui réussit, forcément, je vais avoir envie de m'engager, et on observe des entreprises qui vivent des grands moments de succès, et le succès de l'entreprise, sa santé économique, et en soi un facteur d'engagement, ça fait plaisir et on a envie de s'engager dans une entreprise qui réussit. Toute la question, c'est, et je pense que c'est une question extrêmement actuelle, on est en 2025, la situation économique en France, qu'on le veuille ou pas, elle est quand même difficile, on observe beaucoup d'entreprises en difficulté. Et la vraie question de l'engagement, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'engagement dans des moments difficiles ? Est-ce que tu as des pistes de solutions ? Est-ce que tu as un regard sur la question de l'engagement dans les moments où la santé économique est difficile ? Entre ce que dit la littérature et ce que j'ai observé dans les entreprises, donc plus d'une centaine chez Idoco, pour moi, la première chose pour générer l'engagement, c'est d'avoir un cap clair. C'est d'avoir une ligne directrice et de se dire... Et en plus... Qui plus est dans la période actuelle où il y a plein de vents contraires. Et donc, c'est de se dire, OK, on veut aller vers là-bas. Donc ça, c'est le premier facteur, c'est où est-ce qu'on veut aller collectivement. Et il faut que ce soit clair. 2, il faut que les rôles de chacun soient clairs là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que j'attends de toi ? Les attentes réciproques des employeurs, des employés. C'est le deuxième facteur qui génère de l'engagement. Et le troisième facteur, c'est quelque chose de plus impalpable. C'est de se dire, OK, je me sens à ma place, je me sens apprécié là où je suis. Et finalement, un bon indicateur d'engagement, c'est d'avoir des collègues qui sont en fait des bons amis. Donc, il y a tout un mouvement pour dire qu'il faut séparer la vie pro et perso. Et évidemment, il faut mettre des limites. C'est hyper important. Et d'un autre côté, se dire, oui, j'ai des bons collègues qui sont des bons amis avec qui je fais des choses au-delà du travail sans qu'on ait à me forcer. C'est plutôt aussi un bon indicateur d'engagement. J'allais dire, le bon indicateur, c'est est-ce qu'on a envie d'aller au travail de lundi pour retrouver ses collègues et se dire je suis dans une entreprise où la stratégie, même si c'est compliqué, on la connaît un peu et les rôles des uns et des autres sont clairs. Où est-ce qu'on en est, question plus sociale, politique, en termes d'engagement en France aujourd'hui ? On dit souvent que la France est un pays où les taux d'engagement au travail sont
plus faible qu'ailleurs. Et en même temps, ce qu'on observe, c'est quand même des salariés et des gens qui travaillent beaucoup. Donc, il y a un peu un paradoxe français. On est dans une situation de crise économique, alors, crise économique, de difficultés économiques et de difficultés aussi politiques et sociales. Est-ce que tu as une vision sur les derniers indicateurs en France de l'engagement au travail et quel est ton regard sur la période actuelle? Je parlais de Gallup tout à l'heure, donc il sort des sorts. Voilà. C'est des chiffres qui remontent à 2023, donc il y aura les chiffres de 2024 qui vont bientôt sortir. Dans le monde, ils mesurent l'engagement des entreprises avec une moyenne de 23% dans le monde. Ok. 23% de personnes très engagées ou Merci, c'était ce que je voulais dire. 23% de personnes très engagées. En Europe, ce chiffre descend à 15% pour toute l'Europe. C'est des milliards de surveys, enfin pardon, pas des milliards, mais beaucoup de surveys, ils ont beaucoup de data, ils font ça tous les ans. Et en France, on est avant-dernier à 7%. Donc on est quasiment les plus mauvais de la classe en Europe et dans le monde. Comment on peut expliquer ça? On dit souvent que le management à la française est un management qui est plus autoritaire, plus dur, moins à l'écoute. On dit aussi parfois que les Français sont plus dans la contestation, la confrontation, qu'il y a une dimension culturelle derrière. Comment interpréter ce chiffre-là qui est quand même, à un moment de compétition économique, on peut se dire l'engagement au travail, c'est quand même un facteur important dans un moment presque de guerre économique. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce chiffre de 7% de salariés en France engagés en étant avant-dernier du classement? Premièrement, c'est une moyenne. Ce que dit Gallup, c'est qu'il y a des entreprises en France où il y a 70% d'engagement. Donc il y a quand même des contre-exemples. C'est important que je le dise. Et d'ailleurs, on en travaille pour certaines entreprises qui arrivent à créer ces conditions-là. Après, tout ça est aussi du déclaratif. Donc on dit souvent qu'il y a un stéréotype sur les Français qui aiment se plaindre. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le management à la française, effectivement, il y a du retard par rapport aux anglo-saxons. Et d'ailleurs, il y a plein de techniques en France qu'on essaie d'appliquer. Je sais qu'on n'est pas là pour parler de management, mais quand même, les études Gallup montrent que la différence entre une entreprise où les gens s'engagent et les entreprises où les gens s'engagent moins, à 70%, la variance, c'est le manager. Et du coup, c'est quoi les comportements attendus? Enfin, qu'est-ce qui fait? Parce qu'on dit un peu tout et son contraire sur le management, on entend beaucoup de choses sur le management. Pour toi, en résumé, un manager qui veut développer l'engagement de ses équipes, c'est quoi les comportements qu'on observe qui sont vraiment déterminants? Alors, le premier comportement, comme je l'ai dit, c'est un manager qui peut expliquer la stratégie en disant c'est là où on doit aller là. Donc, un manager qui ne connaît pas la stratégie, c'est pas possible. Deuxièmement, c'est un manager qui t'explique clairement ton rôle. Voilà ce qu'on attend de toi, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Troisièmement, c'est un manager qui te fait des feedbacks. Toutes les études montrent. Évidemment, c'est mieux de faire du feedback positif et du feedback négatif. Mais même si tu fais que du feedback négatif, c'est mieux que pas faire de feedback du tout. Évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut faire du feedback positif et négatif. Et après, c'est un manager qui est en capacité de faire en sorte que les gens se sentent à leur place. Donc, on parle de diversité et d'inclusion. Typiquement, il y a toutes ces politiques-là. Mais en réalité, c'est pas parce qu'il y a une politique d'entreprise que le manager le fait vivre au quotidien. Et ça, c'est plus un manager à l'écoute, qui a de l'empathie. J'aime bien donner l'exemple, par exemple, d'un retour de congé maternité. Donc, une femme de retour de congé maternité, s'il y a un process d'onboarding par son manager, s'il y a de l'écoute, une prise en compte de ce qui s'est passé dans sa vie, surtout, par exemple, si c'est le premier enfant, parce que c'est un changement quand même assez important dans la vie, voire très important, et ça peut générer à la fois beaucoup d'engagement, si c'est fait, on va dire, dans les règles de l'art. Enfin, ou au moins, il y a une tentative que ce soit fait dans les règles de l'art. Et au contraire, ça peut générer beaucoup de désengagement si, au contraire, on fait comme si de rien n'était, ce qui est malheureusement encore trop le cas. Je vois bien, et c'est souvent un moment assez clé où on voit quand le retour de congé maternité se passe pas bien, c'est souvent des moments de désengagement, de démission. Donc c'est vraiment un point important. Et ce que tu dis, c'est aussi cette logique de care. Et ce que j'entends effectivement, c'est le rôle du manager, c'est à la fois fixer le cap, être clair sur les objectifs, la stratégie, les rôles, et en même temps être dans cette dimension de care qui, je pense, est importante et de plus en plus importante, je pense, dans la société actuelle. Et exactement, il y a un concept qu'on travaille beaucoup ensemble, c'est la sécurité psychologique. Et évidemment, plus une personne, donc c'est un concept qui nous vient des États-Unis, d'Harvard, Amy Edmondson, enfin tout ça. Si on a la sensation qu'on a le droit de prendre des risques, qu'on a le droit de prendre des initiatives, que si jamais on se trompe, on n'est pas jugé parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a pris un risque, évidemment, et que finalement, les autres veulent mon bien. Donc on parle de bienveillance, c'est un peu un mot valise, mais c'est vraiment, on veut vraiment le bien. On voit qu'il y a trop de secteurs d'activité encore, où en fait, on veut un peu la place de l'autre. Donc il peut y avoir donc la compétition dans une même équipe, ça peut être sain, notamment entre commerciaux par exemple, mais il faut qu'il y ait plus de collaboration, de compétition, et ça c'est le rôle du manager. On voit cette question d'engagement, elle est pas simple, elle est subtile, elle est en fait très psychologique en réalité.
Elle demande aussi d'être à mi-chemin entre des questions de stratégie et cette notion de care, d'écoute, d'inclusion, de sensibilité à l'autre. Quand on parle d'engagement aujourd'hui, un sujet à côté duquel on ne peut pas passer, c'est la question des différences entre générations. On a beaucoup parlé de la génération Z, on entend beaucoup de cadres d'entreprise nous disant en fait les jeunes sont moins engagés. Alors, on peut être plus ou moins d'accord dessus, peut-être que les formes d'engagement varient. On entend parler beaucoup des différences de génération sur l'engagement et le rapport au travail. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et pour toi, est-ce qu'il y a réellement des différences entre les générations qu'on observe sur cette question d'engagement? Moi, je vis un paradoxe avec ça parce que toutes les études montrent plutôt qu'il n'y a pas trop de différence entre les générations d'un point de vue psychologique, voire même de rapport au travail. Alors que tous mes clients me disent comment est-ce qu'on fait. Okay. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de paradoxe entre les gens qui se disent c'est quand même différent et les études qui montrent c'est pas si différent. On fait des formations là-dessus, on a fait des accompagnements. Ce que j'ai tendance à dire, c'est il faut regarder dans quelles conditions on est rentré sur le marché du travail. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail, c'est un marché très tendu. On n'accueille pas très bien les nouveaux entrants parce qu'en fait, il y a de la tension sur le marché du travail. Enfin, il y a une double tension, à la fois plein de jobs à staffer et des DRH qui cherchent à staffer. D'un autre côté, plein de gens qui essayent de rentrer sur le marché du travail et il y a des difficultés. Donc, encore une fois, un paradoxe. Donc, cette nouvelle génération, elle a aussi vu ses parents vivre des crises. Donc moi, typiquement, j'ai commencé ma carrière mon premier stage que j'ai dû chercher en 2008, crise des subprimes, chute de Lehman Brothers, manque de bol, je faisais de la finance à Londres à l'époque. Okay. Du coup, c'est pour ça que tu as fait des RH? C'est pour ça que j'ai fait du conseil RH. Tout fait sens. Donc, quand on a commencé sa carrière dans les 30 Glorieuses, à l'époque, l'augmentation du pouvoir d'achat, j'ai l'impression de parler comme un politique, augmentait entre 4 et 6% par an. C'est les chiffres de l'INSEE. Aujourd'hui, c'est 0,8. C'est-à-dire que quand on rentrait sur le marché du travail il y a 50 ans, en moins de 20 ans, on pouvait doubler sa rémunération. Okay. Aujourd'hui, il faut 80 ans. C'est-à-dire qu'avant, c'était une demi-carrière et maintenant, c'est 2 carrières. Donc nécessairement, on n'a pas le même rapport au travail. Le deal entre employeur et employé a changé. Et clairement, les nouvelles générations, elles veulent un deal qui est plus fair pour elles. C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé ma carrière, donc je parle un peu de moi, je pouvais donner 200 et on me rendait à peine 100. Mais on me dit, t'inquiète Tim, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, selon est-ce que tu vas vite ou pas, tu seras associé et tu te mettras bien dans le conseil. Aujourd'hui, les jeunes, il n'y a plus de ça. C'est si je donne 100, on me rend 100. Il faut que l'échange soit plus alchimique. Et en ce sens, je pense qu'ils ont raison d'avoir ce type de comportement. Ok, donc un échange plus transactionnel avec... Exactement. Ce qu'on observe, c'est la volonté d'avoir un retour sur investissement plus immédiat. Exactement. Et effectivement, c'est ce qu'on observe, c'est que les générations précédentes, y compris la mienne, où on pouvait accepter de ne pas être très bien payé, de beaucoup travailler pendant un certain temps, parce qu'on savait qu'après, on aurait une récompense, on pouvait croire en cette récompense, et aujourd'hui, l'incertitude économique fait que le deal doit être gagnant-gagnant immédiatement. C'est vrai dans le conseil, mais j'ai aussi accompagné dans le secteur de l'industrie. Les gens me disaient, tu te rends compte, Tim, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais le droit à des formations tous les 2-3 ans, j'avais de l'avancement, on prenait soin de ma carrière, et aujourd'hui... c'est self-service sur les formations, self-service sur sa carrière. En fait, le deal a évolué doucement mais sûrement, où certaines personnes ne s'y retrouvent plus, effectivement. Et est-ce qu'on peut dire quand on pose ça, et c'est assez vertigineux quand on pose en réalité, est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise fait moins rêver, ou est-ce que les entreprises arrivent moins à faire rêver leurs salariés et ont peut-être juste moins d'arguments pour vraiment les développer dans la durée? Alors, on ne parle pas de toutes les sociétés bien sûr et de toutes les entreprises, mais est-ce que globalement, sociologiquement, le monde du travail fait un peu moins rêver qu'il y a 20-30 ans? Le chiffre que je sors tout le temps, c'est Fondation Jean Jaurès, je sais que tu connais le chiffre par cœur. Fondation Jean Jaurès, ils font aussi des études sur le rapport au travail des Français. Donc là, c'est tout âge confondu. Okay. En 1990, en moyenne, les Français disaient que le travail avait une place très importante dans leur vie, en moyenne à 61%. Ok. Donc en 1990, on est 2025. Tu sais c'est quoi le chiffre aujourd'hui? Tu vas me le dire, je ne me rappelle plus. C'est 20%. 20%, ok. Je ne dis pas qu'on travaille 3 fois moins, attention. Hein. Je dis que les Français qui disent le travail a une place très importante dans ma vie, ça a été divisé par 3 en 35 ans. Est-ce que la Covid a eu un impact? Parce qu'on sort quand même, enfin, le grand bouleversement dans le monde du travail de ces dernières années, c'est la crise de la Covid où tout le monde s'est retrouvé chez soi. On a beaucoup entendu parler, après le Covid, du télétravail.
et deux, d'un recentrage sur la vie personnelle, avec des personnes qui, vivant le Covid, se sont dit, en fait, la vie familiale, s'occuper de soi, c'est aussi un peu au centre. Est-ce que ça joue justement sur le fait que le travail est peut-être un peu moins au centre de nos vies que dans les années 90-2000 ? Pour moi, il y avait une tendance qui arrivait avant le Covid. Ok. Et le Covid, ou la Covid, a tout accéléré. Et effectivement, on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire où tout le monde entier était confiné. C'est la première fois que toute l'humanité a vécu dans des mêmes conditions pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire quasiment une année pour certaines populations. C'est de la physique, moins on bouge, plus le temps est long. Ouais. Donc, beaucoup de gens ont beaucoup réfléchi sur leur carrière. Il y a eu beaucoup de transitions professionnelles après. Bon, la stat, c'est 1 sur 2 est revenu dans son job d'origine. Et effectivement, la quête de sens, je dis pas que c'était pas important avant, mais c'est devenu prépondérant post-2020. Tu parles de quête de sens, et le mot est hyper important. On entend beaucoup, on voit beaucoup de reconversions. Il y a quand même énormément de gens aujourd'hui, à la fois des jeunes, mais aussi des moins jeunes ou des seniors qui s'interrogent sur cette quête de sens et comment ils ont envie de contribuer. Est-ce que, justement, la quête de sens, c'est un facteur clé aujourd'hui dans l'engagement ? Alors, les études disent oui, mais moins que la rémunération. Ok. Le premier facteur de motivation, donc là, c'est pas d'engagement, mais de motivation, c'est la rémunération pour toutes les générations confondues. Ok, merci de le rappeler. Ouais, je le rappelle. Ouais. Et parfois, les gens disent « Ah bon ?» J'y vais. On a un peu parfois l'image d'Épinal du jeune qui veut faire de l'écologie, etc. L'écologie, c'est avant-dernier. Okay. La rémunération, c'est en premier. C'est pour ça que parfois, il faut tordre le cou au stéréotype. Peut-être qu'avant le Covid, ça pouvait être un nice to have, le sens. Aujourd'hui, par contre, si on ne trouve pas du sens dans son travail au quotidien, c'est pas si simple. Mais c'est pas parce qu'on est une entreprise à mission qu'on vit le sens au quotidien. C'est encore une fois le job des managers. C'est quoi trouver du sens dans son job ? Parce qu'en fait, le mot sens, pareil que le mot engagement, on peut mettre un peu tout derrière. Moi, je vois plein d'entreprises qui cherchent à communiquer sur le sens et qui font quand même des plaquettes de communication qui sont plus ou moins incarnées. Mais du coup, ça veut dire quoi ? La quête de sens, c'est trouver du sens dans son job. Vaste question. Ouais, t'as 2 minutes pour répondre. On pourrait tout de suite se dire, ça a du sens si j'ai un impact positif. Okay. Encore faut-il... c'est très subjectif. Ouais, très subjectif. Positif, on va dire une dimension RSE, sociale, sociétale, écologique. Donc moi, je vois plein de startups qui communiquent sur un impact positif. En réalité, quand on regarde les business models et quand on regarde l'impact sur la société, c'est hyper questionnable. Enfin, le washing existe dans les grands groupes comme dans les startups, donc je ne pourrais pas dire le greenwashing, c'est bien un terme bien connu. Le sens, ça peut être aussi... est-ce que c'est aligné avec qui je suis, avec mes valeurs ? Ouais, donc en fait, ce que tu dis, en fait, c'est trouver du sens, c'est être aligné avec ses valeurs. Et du coup, si on dit que les 2 premières variables dans l'engagement aujourd'hui, c'est le salaire et la quête de sens, ça veut dire que j'ai envie d'avoir un job bien payé où je suis aligné avec mes valeurs. Ça, c'est le job un peu... idéal. Voilà, idéal. L'ikigai, comme on dit. Et effectivement, le sens, c'est pas forcément le même pour tout le monde. Typiquement, moi, je sais que, par exemple, le fait de voir mes collègues et d'avoir une entreprise avec des collègues avec qui je m'entends bien, qui partagent certaines valeurs et qui, par exemple, le tennis. Je connais rien au tennis. C'est une demi-blague. C'est une demi-blague. C'est important pour moi. Pour d'autres, par exemple, là où il y a des différences entre générations, typiquement, quand on est plus proche de la retraite, évidemment, la transmission a du sens. Okay. Se dire, je laisse une empreinte, on me demande, on me sollicite sur la stratégie et comment je transmets. Donc ça peut avoir du sens pour ceux qui vont plutôt sortir du marché du travail. Et ceux qui y entrent, évidemment la rémunération, mais ça peut être aussi, est-ce que je vais avoir une trajectoire de carrière ? Est-ce que je vais développer mes compétences ? Ça peut avoir plus de sens. Et du coup, effectivement, c'est peut-être important de le rappeler, mais on entend souvent plein de mots posés sur le sens, mais c'est une question très personnelle en réalité. Tout à fait. Et finalement, trouver du sens à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, suivant les moments de sa vie, on va trouver du sens dans des éléments différents. Je trouve que ce qui est intéressant et très paradoxal dans notre époque actuelle, et ce qui, je pense, pose des questions aux entreprises, c'est que on est dans une époque qui est une époque économiquement difficile, donc où il y a des questions de pouvoir d'achat essentielles, et où la première attente par rapport au job, c'est quand même d'être bien payé. Et c'est quand même la sécurité économique du job qui revient sur le devant de la scène. Et en même temps, on est dans une époque qui est en quête de sens et d'impact positif. Et donc, il y a ces 2 éléments qui sont à la fois très différents. L'un très matériel, de dire est-ce que je suis bien payé et est-ce que mon entreprise me permet d'être en sécurité financière ? Et 2, est-ce que mon entreprise me nourrit sur le plan des valeurs ou d'une quête personnelle ou d'une implication personnelle ? Ce qui, en termes de politique RH, ou du point de vue d'un DRH ou du point de vue d'une direction d'entreprise, n'est pas évident parce qu'il faut être sur 2 registres hyper différents en réalité. Exactement. Alors déjà, le salaire,
Enfin, pour le coup, même Ouais. si c'est la première préoccupation, la rémunération fixe, variable, etc. Les entreprises aujourd'hui n'ont plus les moyens de payer comme pendant les 30 glorieuses. Enfin, cette époque, elle est finie, elle ne reviendra pas. Et donc, pour générer de l'engagement, moi, quand j'accompagne par exemple un DRH, je lui dis il faut que le deal pour les employés soit avantageux. Le deal, c'est en gros tous les avantages d'un côté, tous les inconvénients de l'autre, et la somme des avantages est supérieure à la somme des inconvénients. Ça paraît simple, donc les avantages, ça peut être ce que je fais au quotidien, ça a du sens pour moi, évidemment. Mes collègues partagent certaines valeurs, on ne peut pas partager 100% des valeurs, mais partagent des valeurs essentielles. Ça peut être mon manager prend soin de moi, il m'écoute, il me développe, il me fait des feedbacks. Ça peut être aussi, il y a une adéquation entre ce qu'on me demande de faire, donc les objectifs qu'on fixe et les moyens qu'on me donne. Entre nous, vaste sujet dans 100% des entreprises que j'accompagne, c'est toujours un peu dans le rouge celui-là. Mais c'est parce qu'on demande, clairement on demande, ce que j'entends la verbatim qui revient tout le temps, on nous demande de faire plus avec moins de moyens. Enfin, c'est un classique. Donc ça, on va dire, c'est tous les avantages qu'on peut avoir. Les inconvénients, ça va être tous les changements à absorber. Enfin, tous les ans, il y a une crise. Enfin, je veux dire, on va pas revenir dessus, mais tous les ans, et même, par exemple, l'IA, c'est pas une crise, mais il y a quand même un virage qui est en train de se passer. Comment on fait adopter les nouveaux usages? Comment on le fait, on va dire, d'un point de vue éthique? Il y a quand même quelque chose autour de ça en ce moment. Tous ces changements-là, est-ce qu'ils sont suffisamment accompagnés? Ça génère évidemment du stress quand c'est mal accompagné. C'est quoi les autres désavantages? C'est quoi, en gros, les acquis sociaux? Par exemple, le télétravail, qui est un vaste sujet, donc on pourra en parler tout à l'heure sur l'engagement. Et est-ce que, finalement, la culture de l'entreprise, mes collègues, est-ce que je m'entends bien avec eux? Est-ce qu'il y a des valeurs communes? Ou au contraire, les gens parlent, par exemple, de culture toxique, de culture où, en gros, il n'y a pas de sécurité psychologique, pour faire simple. Et du coup, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a une espèce de deal à trouver. Et en fait, on entend souvent sur l'engagement. Alors, il y a plein de boîtes qui viennent avec des outils qu'on a un peu magiques ou des formules magiques ou que ce soit des outils digitaux ou bien des séminaires de team building ou bien des locaux qui viennent en disant tiens ça va te dégager, développer l'engagement. En fait, toi, ce que tu dis, c'est quand on est DRH ou dirigeant d'entreprise, la bonne manière de penser l'engagement, c'est de réfléchir en termes de deal. Ça veut dire sortir un peu des indicateurs et des modalités d'engagement et juste se dire est-ce qu'on est à l'équilibre à minima entre les avantages et les inconvénients qu'on propose à nos salariés. Et comment est-ce qu'on fait pour maximiser le deal, sachant qu'il y aura forcément des inconvénients? La première chose, c'est d'expliciter le deal. En fait, quand on explicite le deal, tout de suite, on dit « Ah moi, je suis in. Ah, mais moi, je suis pas complètement in. Je veux que ça change. » Je dis « Non, mais en fait, c'est ça le deal. » Donc c'est de la transparence sur le deal et c'est assumer que certains salariés s'y retrouvent pas. Je recommande que ce soit la RH qui recrute, le métier qui recrute, les deux. Je dis il faut que la fonction RH écrive c'est quoi le deal. Et du coup, c'est contre-intuitif parce que on entend, et notamment beaucoup d'experts du recrutement ou beaucoup de consultants en ressources humaines qui sont un peu dans une logique de vente, de marque employeur, de valoriser l'entreprise. Les entreprises cherchent à mettre en avant à tout prix les avantages qu'elles vont offrir. Et toi, ce que tu dis qui est un peu contre-intuitif, c'est de dire non, il faut peut-être le faire, mais aussi être très clair sur les contraintes et du coup poser un deal qui soit transparent. Tout à fait. Sinon, c'est quoi le risque? Et d'ailleurs, on le voit avec l'attrition notamment des nouvelles générations où il y a beaucoup plus de turnover par rapport aux autres, ça c'est quand même un fait. C'est que si on parle que des avantages, au bout de 6 mois, on a vu les inconvénients, on m'a dit mais ça on ne l'a pas dit en entretien. C'est expliciter le deal, sachant qu'avec tout, je parlais de vent contraire tout à l'heure, il y a des chocs endogènes ou exogènes qui fait que ça impacte le deal. Ça s'est très bien vu pendant la crise Covid. Par exemple, si quelque chose de très positif, c'était les after-work avec les collègues, pendant quasiment un an, il n'y a plus eu d'after-work pendant les collègues. Donc si c'était ça qui te faisait te lever le matin parce que tu aimais bien tes collègues, pas mal de démissions dans les entreprises où c'était ça le principal avantage du deal. Donc le deal, je vais dire, c'est un peu comme Sisyphe, tu prends la métaphore que tu veux, il faut le mettre à jour quasiment tous les ans. Pour se dire, est-ce qu'on est toujours en train... Parce que parfois, des boîtes se veulent des startups, mais qui ont 10-15 ans, se disent « Ah, on a un esprit entrepreneurial, etc. » Je dis « Ouais, mais ça, c'est vrai, c'était le deal il y a 5 ans, il y a 10 ans. » Du coup, c'est intéressant parce que ça repositionne un peu ton métier, notre métier, de conseiller RH, comme aider les DRH à réactualiser ce deal, en fait. Et on est dans un moment qui bouge tellement d'un point de vue économique, sociologique, que le deal qui est posé à un moment donné par l'entreprise, qui est parfois un deal historique, c'est-à-dire un espèce de contrat employeur historique, il bouge, il n'est pas explicité, les salariés s'y retrouvent plus, et donc c'est une espèce de gymnastique, j'allais dire, c'est de la stratégie sociale en réalité. Souvent on pense que la stratégie sociale, c'est stratégie de négociation sociale. En réalité, la stratégie sociale, c'est aussi peut-être la capacité à penser, à articuler
les mouvements qu'il peut y avoir en termes de contribution, rétribution et de Exactement. contrats passés avec les salariés. Exactement. Donc on peut parler de stratégie sociale, ça parle à certains. Moi souvent je dis qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Oui, Et ce qui je est la disais manière la plus simple de penser engagement, et, c'est une transaction. et en fait si je donne 100 et que j'ai le sentiment de récupérer que 80, bah en fait on débite et au bout d'un moment qu'est-ce qui se passe? On passe à la caisse et il y a des démissions, enfin, et on parle même de dette RH. Ok. C'est un terme. La dette RH, c'est qu'on a trop débité. Ok. Et le crédit, quand on crédite, c'est bah voilà, il y a une grosse crise et on a bien vu tous les clients qu'on a, tous ceux qui ont bien pris soin des employés pendant la crise Covid, ils étaient plutôt à crédit après. Ok. Donc Ok. crédit débit. Donc actualisation du deal. Donc ce que je donne, ce que je reçois, et aussi les droits devoirs. On est dans une époque où on connaît tous ses droits, mais on a aussi des devoirs. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que les droits des employeurs, c'est le devoir des employés, et le droit des employés, c'est le devoir des employeurs. En fait, ce que tu me dis, si je peux me permettre, ça me fait penser au compte en banque émotionnel, dont on parle parfois dans les couples. Les thérapeutes de couple disent on a un compte en banque émotionnel avec son conjoint, avec sa conjointe, en lui disant voilà ce que je lui apporte, voilà ce que je lui demande. Et de temps en temps, je peux lui demander un peu plus, mais si je me retrouve en débit trop longtemps en termes de compte en banque émotionnel, je vais te payer un moment. Donc en gros, c'est de se dire dans les couples comment on équilibre. Et finalement, ça me fait un peu penser à ça, cette question de deal, c'est le compte en banque émotionnel, qui est totalement une question de perception, et qui est de se dire, est-ce que dans la durée, mon entreprise me propose un deal dans lequel je m'y retrouve, quoi. Exactement. Et on voit bien que dans les couples, au début, les chaussettes qui traînent, c'est pas très grave. Mais au bout d'un moment, on a tellement débité que ça fait des conflits sociaux. Ça me parle beaucoup. Voilà. Donc il y a ça. Et un peu aussi comme dans les couples, parfois on reste ensemble alors que le deal ne fonctionne plus. Et ça, on le voit beaucoup, on n'en a pas parlé, mais on voit beaucoup de salariés, donc il y a plein de termes à la mode pour parler du quiet quitting, enfin, peu importe le terme. C'est des personnes qui restent dans leur job alors que le deal ne convient plus. Mais parfois, ils restent aussi parce que le deal n'est pas suffisamment explicite et c'est quand même difficile de l'expliciter soi-même. C'est le rôle de l'employeur. Et c'est une grosse question parce que dans une période d'incertitude économique, ce qu'on appelle parfois la démission silencieuse, c'est quand même plein de personnes qui restent dans une entreprise qui leur convient plus pour des questions de sécurité économique. Et on observe parfois ce phénomène de désengagement où finalement, ce que m'apporte mon entreprise, je m'y retrouve plus, mais il y a plus de risques à changer d'entreprise et à me retrouver sur un marché de l'emploi qui est difficile que d'y rester. Et donc, je reste en me protégeant et on voit quand même un certain nombre d'entreprises où ça s'observe. Pas mieux. et donc, j'ai tendance à dire, attention, parfois on se dit, nous, il y a moins de démissions que les concurrents. Je dis, c'est pas forcément un indicateur positif de se dire qu'il y a moins de démissions chez soi. Parce que ça peut être justement ce phénomène où on s'accroche à son job, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Merci Tim, parce que pour les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, je pense qu'on est vraiment au cœur des sujets de conseil RH. Pour reprendre cette image du deal, en fait, on voit pas mal de DRH et de dirigeants qui disent aujourd'hui, en fait, on aimerait bien offrir un deal positif à nos salariés, mais on est dans une situation économique qui n'est pas simple et on n'a pas les moyens d'offrir des formations, des bonnes rémunérations, d'accompagner le management, d'offrir des locaux agréables, de mettre en place des team building. Et on sait qu'il y a beaucoup de pression. Et même si on voulait le faire, on est dans une période de réduction des coûts qui font que on est un peu pieds et poings liés sur ces questions de deal. On a du mal à donner des choses positives dans le deal à nos salariés. Quand on est dans des situations comme ça, qui je pense sont relativement fréquentes aujourd'hui, toi en tant que consultant RH, en ressources humaines, c'est quoi ton conseil? Quel conseil t'as à donner à des dirigeants, à des DRH qui se retrouvent dans cette situation et comment prendre le problème? Ce que je disais tout à l'heure, c'est rapport Gallup, 7% d'engagés en France. Moi, ce que j'observe empiriquement chez les clients, c'est qu'il y a 10% qui sont la locomotive de l'entreprise. Donc, tu investis sur ces 10 personnes. Sur ces 10% de personnes. Tu dis déjà, les très engagés, soigne. On les soigne. On fait attention qu'ils n'en fassent pas trop, parce que tous les projets stratégiques, ça tombe toujours sur les mêmes. Enfin, les gens s'en reconnaîtront. Donc, c'est les soigner. 2, d'expliciter le deal. Et comme ça, il faut dire ça, c'est les avantages, ça, c'est les inconvénients. Et dire ce qui est, dire-leur, quoi. Avoir un discours de vérité. Et les gens préfèrent le discours de vérité. Et comme ça permet de voir qui est in et qui ne l'est pas. Parce que j'ai tendance à observer que quand il y a plein de gens de bonne volonté, le risque, c'est que si tu mets 3 personnes plutôt moteurs dans une pièce, 3 personnes très en résistance et 4 personnes neutres, à la fin d'une réunion, quand on explique le changement, généralement, c'est les 3 personnes qui résistent le plus, qui ont tiré les autres vers leur énergie. Et enfin, ce que je dis à tous les leaders, à tous les dirigeants, dirigeantes, managers, RH, c'est d'incarner.
L'incarnation, c'est d'assumer qui on est. C'est par exemple Ouais. si le style de leadership et de management, il est plus directif, c'est ça la culture, c'est pas de dire que c'est collaboratif. Ok. Parce que ça, les gens se le voient tout de suite. Du coup, ce que j'entends en fait dans ton discours, une des clés de l'engagement, c'est un peu une forme de transparence. En tout cas, c'est la clarté du discours. Et merci de le rappeler parce que sur les questions d'engagement, il y a quand même tout un courant de communication en entreprise, de communication interne, où on cherche à rendre les choses sympathiques, sexy, intéressantes, et à survendre l'entreprise ou à survendre un plan stratégique. Et toi, ce que tu dis en fait, c'est que le leadership, c'est de la clarté. Soignons les gens très engagés. Passons du temps, explicitons les choses avec les gens les moins engagés, mais surtout tenons un discours de transparence pour éviter qu'il y ait des fausses interprétations du contrat social ou du deal qui soient faites et qui au final gangrènent l'engagement général des salariés. Exactement. Merci Tim, cette question cette question d'engagement est complexe. J'espère que ça aura donné quelques éclairages pour penser le sujet. Et effectivement, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est voilà, le fait de questionner en réalité ces questions de deal et d'équilibre contribution-rétribution dans la période actuelle. Pour terminer ce podcast, 2-3 questions. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que tu aurais une information presque confidentielle à nous partager sur ton actualité ? Une information qui commence à fuiter, c'est Ouais. que je suis en train de monter un nouveau cabinet qui Ok. s'appelle Pteron, Pte2RON. Et ça, pardon, ça veut dire quoi, Pteron ? Alors Pteron, ça vient du grec ptera, Ouais. comme ptérodactyle. Donc ça veut dire L. Et j'ai mis 2 R, parce qu'il y a ptera, c'est un seul R, pour qu'en fait c'est la rencontre de la Terre et du ciel. Ok. Donc c'est la rencontre du ciel et de la terre, en même temps ça fait penser à ptérodactyle. Exactement. Moi j'aime beaucoup les dinosaures, donc ça me parle. Et en fait, ça repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est une combinaison de conseil et de coaching. Ok. Ce que j'observe chez les cabinets de conseil, c'est que quand il y a un projet structurant, on dit souvent que c'est le projet du consultant. Ouais. Je pense que tout le monde se reconnaîtra. Ouais. Et l'idée, là, c'est plutôt de le faire comme un coach. C'est-à-dire, il y a toute une méthode de conseil, avec un planning, des livrables, une comitologie, du conseil. Mais derrière, et du coup, j'ai besoin d'avoir des clients qui me font parfaitement confiance, c'est le client qui bosse. Le second pilier, c'est tout ce qu'on se dit sur le New Deal depuis tout à l'heure, c'est des outils et des méthodes. Pourquoi entre terre et ciel ? Parce qu'on réconcilie des opposés, donc on réconcilie à la fois des intérêts individuels avec des intérêts collectifs. Ok. Très, très forte tension aujourd'hui. On essaie de concilier des enjeux court-termistes avec des enjeux plus moyen-termistes et long-termistes. Okay. On n'en parle quasiment plus du long terme en entreprise. Et on réconcilie finalement des personnes, et ça c'est plutôt un mouvement de fond de société, qui ont de plus en plus de mal à se parler. Okay. Et le troisième pilier, c'est une approche sensorielle. Parce qu'on est dans une société où, et notamment les consultants réfléchissent beaucoup, font des belles slides, des analyses, des diagnostics, des schémas. Donc évidemment, il faut conceptualiser. Mais tout à l'heure, quand je parlais d'incarnation, quand on voit une organisation, un leader, un projet de changement, on le vit en fait avec ses sens. Et donc, il faut qu'il y ait une sorte d'alignement entre ce que raconte le leader, comment l'orga est posé, comment les projets sont présentés et comment est-ce qu'on vit les choses. Avec nos 5 sens. On peut dire déjà longue vie et belle réussite pour Pteron. Du coup, tu deviens un serial entrepreneur, puisque après avoir cofondé Idoco avec moi, tu lances Pteron. On va avoir plein d'occasions de travailler ensemble. Et du coup, effectivement, je pense que je vois bien dans ton approche, la manière dont tu poses les questions, cette volonté de mixer à la fois un coaching stratégique en adressant des questions de fond, j'imagine à la fois sur l'engagement, mais aussi la manière d'engager des personnes dans les grosses périodes de transformation. Merci beaucoup, Tim. Peut-être pour terminer sur toutes ces questions d'engagement, on a parlé de plein de choses, mais est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller, inspirant par rapport à la question d'engagement, ou de manière générale, un livre qui t'a inspiré récemment? Je pose tout le temps la question, et régulièrement j'essaye de lire les livres que les personnes conseillent dans ce podcast. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Tu m'avais dit que tu me poserais la question. Le livre que je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est L'élément humain de Will Schutz. Donc, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as conseillé à la base. Pourquoi? Et donc, en fait, le modèle de l'élément humain, il est à la fois très simple et très puissant. Et Will Schutz, après des années... c'est un livre qui date des années 90. Et d'ailleurs, tous les bouquins de management, de leadership, de stratégie, je trouve que les années 80 et 90, ça colle très bien à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'avoir les bouquins à la mode et les concepts à la mode. Ce que dit Will Schutz, c'est pour qu'une équipe et qu'une personne d'entreprise soit engagée, il faut 3 choses. Il faut que la personne, elle se sente importante. Se sentir important, c'est on m'appelle par mon prénom, on sait ce que je fais, et quand il y a quelque chose d'important qui se passe,
et qui est en lien avec mes activités, on me demande mon avis. Ok. Deuxièmement, on se sent compétent. C'est-à-dire qu'on nous donne des tâches qu'on sait faire, on a du talent, on est compétent dessus, et surtout, on a des feedbacks, on nous le dit. Et troisième chose, c'est on se sent apprécié. Et donc ça, il n'y a pas de secret. Pour apprécier les gens, il faut les voir, il faut travailler avec eux. On a des hauts et des bas, mais c'est bien de se dire qu'on s'apprécie, et c'est à la fois un modèle très simple de Will Schultz, et j'ai tendance à dire, s'il vous manque un des trois, comment vous sentez? Si vous manque 2 sur 3, comment vous sentez? Si vous manque 3 sur 3, comment vous sentez? Merci Tim, c'était une super belle synthèse et des questions importantes à se poser. Tu reviens quand tu veux dans ce podcast, je pense qu'il y a plein d'autres sujets dont on pourrait parler. Merci encore et forcément à très bientôt sur Presque Confidentiel. Merci beaucoup Arnaud.